sentiment sur ce qui se passe, parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de questions qui arrivent sur les réseaux sociaux aussi autour du FC7 et du sport à 7. Et là, c'était quand même, depuis quelques jours, c'est quelque chose qui interroge beaucoup de gens. On s'en est rendu compte parce que nous, on retransmet en direct les matchs, on rend compte des résultats, et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce qui se disait, ce qui se passait. Donc on a retranscrit... On n'a même pas retranscrit, on a diffusé en intégralité ce qui a été dit tout à l'heure à la conférence de presse, et on voulait aussi vous avoir pour avoir votre avis sur tout ça. Bonsoir, merci de la présentation. Oui, effectivement, le FC7 passionne et passionnera toujours. C'est une danseuse intouchable. Et effectivement, dès que moi je suis chez toi, j'ai 51 ans, dès qu'il y a eu quelque chose qui a tourné autour du FC7, quelles que soient les époques, ça a toujours été un sujet extrêmement sensible. Cette sensibilité, le maire de la ville là, le président de la ville là, l'élu au sport que je suis là aussi, Marie Pernu, vice-présidente au sport à l'aglo là aussi, d'où une attention particulière portée sur cette entité, même titre que la RAGO, cette natation et le taux handball. Alors, oui, j'ai écouté, grâce à vous, le contenu des déclarations du président de l'association, Jean-François Gambetti, et donc un de ses salariés, manager général en fonction, M. Sandrick Bitton. Bon, j'ai entendu des gens passionnés, un ton passionné. Qui peut faire un reproche à ces gens d'aimer l'action qu'ils sont en train de mener et les résultats qu'ils ont obtenus sportivement. Bon. Il faut remettre les choses dans leur contexte, et souvent il est bon, quand on vient d'être élu, comme nous l'avons été récemment, et grâce à l'expérience du maire qui est en place aujourd'hui, moi j'ai repris les dossiers un à un, comme ça se fait dans toutes les collectivités, et donc moi j'ai appris une autre partie de mes dossiers. Donc là, chronologiquement, j'ai déjà découvert que le FC7 était, quelle que soit la situation sportive, un club très attractif. Il a toujours été, et le sera, je pense, encore longtemps. C'est une entité. Il y a des passionnés qui sont autour du club, il y a des gens qui vivent de l'amour de ce club. Des bénévoles, des gens comme M. Santo pour qui c'est la souche même d'une passion quotidienne, et qui avec des supports de mémoriels, des choses comme ça, qui font qu'on vit tous auprès de ce club. Alors bon, moi je découvre que, en tant qu'élu, qu'il y a une vraie attractivité. On reçoit des dossiers de reprise. Le dossier de reprise, par essence même, c'est quelqu'un qui vous explique que ce que vous faites à ce moment, c'est très bien, et lui, il va faire un mieux. Sinon, quel intérêt de recevoir quelqu'un qui est... d'écouter quelqu'un qui va vous dire « moi je viens, mais je fais moins bien ». Donc, le FC7 attire toujours des gens qui sont meilleurs que celui qui était avant. Le siècle d'histoire, je suis mal placé. Je le regarde du coin de l'œil, mais je suis très mal placé pour faire des repères. Mais le FC7 a connu un âge d'or, on en a parlé quelques minutes, où effectivement, les Sétois étaient fanatiques de leur club. Mon grand-père m'a emmené sur la butte, en face des tribunes, on mangeait un sandwich, on avait un papier mignon, mais que vous ayez 6 ans, 7 ans, on regardait 10 minutes de match, et puis on allait taper dans le ballon. Bon, je ne dis pas les résultats, on n'a pas fait carrière. Mais quelque part, bon, on connaissait les Sétois. On a toujours été passionnés. Donc pourquoi ne pas écouter les gens qui vous amènent leur passion, qui vous disent « je vais faire un super truc avec votre club ». Aujourd'hui, le foot rentre dans une ère qui est quand même l'ère de l'argent. On parle beaucoup d'argent et de football. Il y a notamment l'ascenseur social. Un enfant qui réussirait au foot, c'est un signe de richesse. On a toujours ces exemples des Brésiliens, des favelas, qui aujourd'hui sont des multimilliardaires. Bon, il y a ce côté ascenseur social, mais il y a aussi ce côté passion. Donc on écoute les repreneurs. Et des projets, il y a des contenances de projets qui sont extrêmement intéressantes. Donc chronologiquement, moi, quand on arrive en tant qu'élu, je reçois les repreneurs et j'écoute. Et je vois des belles propositions. Après la mariée, il faut un peu la déshabiller pour ce qu'elle fait. Il faut faire des analyses. Et surtout, il faut s'intéresser à l'exercice en place. Donc, il y a des bilans financiers, on reçoit des demandes de subventions, avec des bilans, des prévisionnels, etc. etc. Je vais passer les détails. Donc il y a un raisonnement qui est toujours une surveillance très
sérieuse des finances des associations sétoises. Parce que là, nous parlons d'une association sétoise. Il se trouve que pour l'année 2021, le FC7 a été, la partie professionnelle est remontée en compétence agglo, puisque l'agglo a récupéré la compétence sport de haut niveau. Donc l'entité équipe première et équipe réserve sont montées en compétence, donc en financement, auprès de l'agglo. Tout naturellement, l'agglomération, qui voit arriver une association, avec des moyens et des demandes importantes, fait un audit. L'audit, on a un résultat. À aucun moment, je permettrai quiconque, quelle que soit la passion, quel que soit le débat, de mettre en doute l'objectivité d'un cabinet indépendant. Parce que dans le nombre de cabinets indépendants, il y a la réponse, il y a la question. Donc, les prescriptions de ce cabinet indépendant nous donnent des informations. Le contenu sportif, je n'en parlerai pas, je n'ai aucune critique à faire. Le président Gambetti, je n'ai aucune critique à faire. Aujourd'hui, la volonté politique, c'est de passer, grâce au travail qui a été fait, à une étape supérieure. Donc, en fait, on a prêté attention essentiellement à des projets de repreneurs qui nous proposaient l'étage au-dessus. Stabilisation financière, plus de fonds propres, et donc une politique de l'avenir. Moi, très honnêtement, je suis très sensible à ça. Hein. Je suis content que la vitrine, on me propose que la vitrine soit belle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la formation. C'est les jeunes. Et si je me suis impliqué dans la formation, très personnellement, je me suis toujours impliqué dans la formation des jeunes au rugby, essentiellement. Mais je trouve que ça serait mon cœur de bataille. Donc, moi, quand j'écoute les repreneurs qui me parlent de Ligue 2, de maillot, c'est très bien. Je suis passionné. Mais par contre, moi, ce que je veux entendre, c'est des projets pour les jeunes. Des projets d'avenir, des projets de formation, des projets de formation territoriale, d'implication de l'école, des choses comme ça. Donc moi, ma sensibilité, elle est là. Et je trouve que quand on reçoit des repreneurs qui ont des beaux projets, on peut être étonné parfois de découvrir au sein de l'équipe les deux projets qui ont été entendus, qu'il y a le président lui-même qui veut se succéder. Dans une des deux équipes de repreneurs, je ne sais pas si quelqu'un est au courant, il y a Jean-François Gambetti, il ne s'en cache pas, hein, mais on reçoit deux pools investisseurs. Dans un des pools, il y a Jean-François Gambetti. Donc lui-même, dans un accord tacite, nous explique qu'il est de bon ton de passer à une autre étape. Donc on écoute les deux, on met en concurrence deux équipes d'investisseurs pour un projet qui est de toute façon nécessaire à passer à l'étape supérieure. Dans un des deux projets, il y a Jean-François Gambetti. Donc moi je me dis que quand le président en exercice lui-même soutient un projet de reprise, c'est qu'on est dans le bon tempo. On va prendre une bonne décision, c'est-à-dire choisir dans la mise à compétition de ces dossiers un projet qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure en formation, j'insiste, en formation, en encadrement, en finance propre et effectivement après à la vitrine. Donc quand le maire président obtient tous les renseignements qui lui sont dus, la décision est prise d'alerter l'équipe en face sur un soutien fort de l'équipe et de la volonté politique de changer, de braquer, de passer à autre chose. Voilà. C'est simple, c'est chronologique. Donc quelqu'un qui m'explique aujourd'hui que tout va bien, que tout allait bien, et qui lui-même participe à un projet vertueux, parce que je trouve qu'il est très bon, de passer à l'étape supérieure, moi je suis à 100% d'accord, il faut passer à l'étape supérieure. Donc quand on fait un concours et qu'on le perd, il faut être bon perdant. Pour moi, nous avons choisi le meilleur des deux projets qui nous a été présenté. C'est aussi simple. Et on rend hommage au travail qui a été fait, puisque grâce au travail des 3 ans, aujourd'hui, on regarde un peu plus haut. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, que quand on allait au stade de Louis Michel, on avait parfois la tête basse pendant des années et des années. Là, pour eux, c'est très bien, on voit autre chose, mais partons sur autre chose. Voilà. Moi, je crois que la chronologie est claire, le système de réflexion est clair. Moi, je vous dis, et je reprends vraiment et j'insiste, les jeunes et la formation. Là, depuis quelque temps, je vois effectivement dans les réseaux sociaux qu'il y a des signatures de classes à horaires aménagées. Ça correspond à un calendrier qui n'est pas le bon. Ça fait 2 ans pour M. Gambetti, 3 ans pour M. Liron. C'était dans le projet initial. J'aurais aimé arriver et voir que c'était déjà tout. Alors, ils sont à la tête d'un projet qui arrive à terme. Le choix a été fait de changer
de braquer, on passe au-dessus. Moi, j'ai envie d'apaiser le débat. Je pense qu'il faut rendre hommage aux gens qui ont travaillé. Je ne veux pas préjuger des équipes qui vont arriver. Je ne crois pas du tout que les gens que j'ai rencontrés sont là pour nettoyer plus blanc que blanc dans le club et dégager les gens qui sont en face. C'est une erreur de communication. Les nouveaux ne vont pas escamper, comme on dit. Tout le monde ne va pas être escampé. On n'est pas au jeu. Eh bien sûr. Non mais, on va pas. Un éducateur qui est beau, qui est sur le terrain, qui est passionné, et qui a un diplôme, qui est l'andouille, qui est arrivé pour dire, toi, tu ne viens pas ici. L'encadrant de section jeune, l'encadrant de section féminine, qui est forte, on va lui dire, partez. Vous pensez que nous, en tant que municipalité, on va soutenir un projet, le mec qui arrive et qui rase plus près que le double homme. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux dans la communication. On représente une institution, on représente la ville. Magali Ferrier représente la GO avec le président. Il faut être sérieux. On ne prend pas des décisions et avec des conséquences qu'on nous présente. C'est Armageddon, là. C'est la fin du monde là, qui nous arrive si on écoute. Le projet n'est viable que grâce au travail qui a été fait il y a 3 ans. Et François Gomel, le maire président, prend une décision qui va coûter la vie au club. Moi, je vous dis, passons à autre chose, apaisons le débat, rendons hommage au travail qui a été fait. Et ne faisons pas croire aux encadrants, aux parents, parce qu'il y en a autant de côté que l'autre, qui soutiennent le projet, bien le remplace, que ce qui arrive, c'est le contraire de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose qui pourrait faire qu'on puisse trouver une harmonie entre vous à un moment donné? Et moi, vous savez, j'ai discuté avec les intervenants. Parce qu'on a bien compris quand même que tout le monde a envie d'un seul truc, c'est que le FC7 en sorte grandi, tout simplement. Et surtout sportivement, parce que je vais le dire encore bêtement sur notre antenne, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est que le sport sétois, et pas que le FC7, et les autres sports, l'Arago, après même le Frontignan handball, le waterpolo, voilà, qu'on ne se retrouve pas avec des... Je vous remercie de prendre ces exemples. L'Arago vient de changer de président, pour faire une pataquès. Le bureau il a changé aussi. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a eu des menaces de renégat avant de partir en disant si vous ne me regardez pas, il avait des aspirations supérieures, il a fait du bon boulot. Alain Bilki est en train de faire un bon boulot. Il y a eu peut-être 2 dossiers qui ont été présentés pour reprendre l'Arago. Est-ce que celui qui n'a pas été retenu, celui qui n'est pas retenu, est dans cet état-là? Guillaume Perrin était dans un bureau qui a bougé, qui vient de bouger. Je ne comprends pas cette révolution. Qu'est-ce qui se passe? Ou que s'est-il passé pour que la passion l'emporte sur la raison? Quand on est président d'un club, je l'ai été, on sait comment on rentre. On rentre dans une association qui est souvent l'emblème du village, de la ville. On sait comment on y rentre. Il faut se rappeler comment il faut en sortir. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas s'acharner, même si on a fait du super boulot. Voilà. Et moi, je dis que le boulot est bon. L'obsession du maire, l'obsession du président de la GO, c'est le club. C'est les enfants, c'est le club. C'est pas les intérêts financiers, c'est pas le copinage. Moi, je veux bien qu'on rentre là-dedans, on peut en discuter pendant des heures, mais comme le disait M. Gambetti dans sa conférence de presse, la suspicion permanente est pénible dans un sens comme dans l'autre. Il faut arrêter de soupçonner. Et les et on m'a dit que, et il paraît que, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, pensez au club. Pensons aux conséquences du club, dépassionnons le débat, élevons un peu la parole vers des échanges un peu plus apaisés et vertueux. Vous verrez que là, c'est un peu une discussion qui est trop passionnée pour avoir une réflexion. Mais ce sont des gens avec qui on parle de façon très aisée. Que ce soit M. Bitton ou M. Gambetti, ce sont des gens très intelligents et très capables de comprendre les éléments. Après, qu'on défasse sa paroisse, moi, je ne dirais jamais à quelqu'un qui se trompe en se défendant. On défend son bilan et voilà. Et passionné aussi. Et bien sûr. Il faut être passionné. Donc, vous voyez bien, c'est quelqu'un qui parle avec le cœur avant tout. Mais c'est pas critiquable. Le prochain événement, ce sera ce week-end quand même. Et on y sort. Et oui, ce sera samedi soir, face à Orléans, qui est prétendant à la montée. Ça va être aussi quelque chose. On va revenir sur le sportif parce qu'on va diffuser ce qu'on a entendu sur notre antenne. C'était samedi soir dernier, d'ailleurs. Ça va être encore une belle expérience parce que
malgré tout, le club peut sportivement se retrouver très très proche de l'accès site, on espère pour plus tard, mais que ça aurait pu être dès cette année. Vous pensez qu'on aurait pu être européen dans d'autres villes? Pas loin, ouais. Pas loin. Alors si on avait gardé Warren Caddy, peut-être, mais... Non, mais vous avez raison, le résultat sportif est quand même quelque chose d'important. Moi, le seul regret que j'ai dans tous ces résultats sportifs, c'est que nous sommes quelques-uns à en profiter. Malheureusement, et oui. j'ai vraiment hâte que cette ferveur revienne sur Louis Michel, et qu'on retrouve un peu dans un climat apaisé et avec des ambitions vraiment que sportives, des gens qui hurlent et qui crient contre le goal, derrière les barres sur la Voire même contre nos joueurs, des fois. Ah oui, non, mais c'est la spécialité. Ben, je parle devant des spécialistes. Non, mais on a hâte que tout le monde revienne. C'est pénible de partager ça qu'entre nous, quoi, entre membres du staff et les gens qui... Là-dessus, on a des informations sur si éventuellement, alors pas d'ici la fin de la saison, parce que je pense que ce ne sera pas possible, si on pourrait avoir des perspectives de retour du public dans les stades. Je pense que c'est un piston qui pousse en permanence, le retour à la normale. Donc c'est quelque chose qui est dans les têtes de tout le monde. Je lisais que l'expérience du concert à Barcelone, là, avec 5000 personnes, a donné un résultat de 6 personnes malades. Donc on va dire, si les essais à balles réelles, on va dire, passent, pourquoi pas avoir une jauge à 500 sur nos terrains. Parce qu'on a vu là dernièrement la finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre entre Tottenham et Manchester United City, qui s'est déroulée avec 4000 supporters d'un côté et de l'autre, donc 8000 à Wembley, mais c'était des personnes choisies, des personnels soignants, des pompiers, des personnes vaccinées qui ont pu accéder. Donc 4000 d'un côté fans de City, 4000 de l'autre côté. Et ça a pu se faire chez nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qu'on vaccine 8000 personnes à 7 pour qu'on puisse avoir un stade de Louis Michel plein? Si vous me dites que si on les vaccine, il y a 4000 d'un côté et 4000 de l'autre, pourquoi pas? Non, mais vous avez... Le stade sera trop petit peut-être. Exactement. Vous avez trop la mettre au Bérou. Avec un écran géant, c'est brouillard. C'est ça. Non, mais je crois que vous touchez le cœur du problème, c'est la vaccination. On réfléchira différemment. Je pense que le seuil de vaccination va ouvrir au fur et à mesure les portes. On voit bien les pays européens qui nous concernent le plus, on va dire, dans les modes de vie. Oui, ça ouvre, ça ferme, ça rouvre, ça referme. Moi, je pense que c'est le taux de vaccination et l'immunité collective qui va faire la différence. Après, je pense qu'il faut écouter. Il y a les oiseaux de mauvais augure et puis il y a les éternels optimistes. Je préfère me mettre dans la dernière catégorie de ceux qui se disent dès qu'on pourra, on accélérera. On le fait au quotidien. Dès que la moindre faille du règlement préfectoral oublie, on va dans le bon sens. Le bon sens, c'est de faire du sport aux enfants, aux jeunes, les sortir de ce marasme scolaire et d'activités professionnelles. Donc, moi je vous dis, on est capable on ne transgressera pas la loi, mais dès qu'on peut, on va ouvrir.